Bienvenue dans cette nouvelle saison du podcast Etc. La pause estivale a été un peu plus longue que prévu. J'ai écouté mon corps et ses besoins le plus possible. J'ai perdu pas mal de capacités physiques et mentales ces derniers mois et je travaille à les retrouver. Petit point nouvelle saison. Le podcast va rester sur un rythme irrégulier. Je sais, je vais à l'encontre de tous les schémas marketing pour gagner en notoriété, mais ce n'est pas l'objectif de ce podcast. Par exemple, je ne souhaite pas recevoir d'autres hôtesses ou hôtes de podcast pour une publicité croisée, ni suivre un agenda de marketing pour suivre les actus par exemple. Je ne rejette pas celles qui le font, au contraire, je les écoute, mais ce n'est pas le chemin que je choisis. Je souhaite continuer de donner la parole à celles et à ceux qu'on n'entend pas et qui ont des choses queer et positives à nous raconter. Je conserve l'anonymat de mes invités et la mienne afin de nous garantir une parole libre et sécurisée au maximum. À part ça, je suis queer, j'ai 36 ans, je suis une personne grosse, pansexuelle, demisexuelle et panromantique, handicapée par la fibromyalgie. Ici, ma ligne directrice, c'est un format d'interview de personnes queer qui nous racontent des histoires positives. Parce que oui, bordel, on peut être queer et heureuse ou heureux. Alors, queer, ça veut dire pour moi, hors de la cis-hétéronormativité et accessoirement en lutte contre le patriarcat. Je nous souhaite un très bon épisode d'Ex-Hétéro, etc. saison 2 et j'espère que vous passerez un bon moment en notre compagnie. J'ai rencontré mon invité juste à côté de chez moi. C'était une conviviale de notre asso LGBTQIA+ local. Elle s'est tout de suite impliquée dans l'asso dès le lendemain. C'est une vraie chance de pouvoir la voir régulièrement, de passer des bons moments avec elle. Elle enrichit chaque débat et chaque fou rire. J'ai l'immense plaisir de vous présenter mon amie Christine. Bonjour Pauline. Bonjour. Alors, est-ce que tu peux nous dire ton prénom et tes pronoms, s'il te plaît ? Alors, je m'appelle Christine et mon pronom c'est elle. Très bien. Où est-ce que tu te situes dans la queerness, dans notre grande famille choisie LGBTQIA+, en ce moment ? Alors, dans cette grande famille, je suis deux lettres. À la fois, je suis la lettre T en tant que femme transgenre et la lettre L parce que mon orientation sexuelle est lesbienne. Ok. Voilà. Et on n'est pas que queer. Alors, comment tu te définirais en tant que personne ? Ah, très bonne question. Alors, plutôt simple, discrète, mais pas du tout timide. Une vraie bacouette lorsque je me retrouve avec du monde, il ne faut pas croire. Plutôt gentille, respectueuse, curieuse et avide de connaissances sur plein de sujets, mais également très très émotive et sensible. Et cela, je dirais, depuis que je suis hormonée. Je peux aussi rester chez moi de nombreux jours sans sortir, mais le plus difficile, c'est de s'habituer à vivre seul et de ne parler qu'à soi-même. Côté apparence, plutôt classique en public, recherchant pour l'instant à fondre dans la masse et avoir un passing en étant la plus naturelle possible. Mais quand ça me prend, j'aime bien m'essayer un peu de maquillage. Je n'aime pas le conformisme, les extrêmes, les injustices et toute forme de violence. Ok. Alors, ce que tu nous racontes là, c'est ce que tu as préparé. Parce que justement, on a pris du temps avant de poser cette interview, cette participation au podcast. C'est quelque chose qu'on voulait faire ensemble depuis un moment et on a pris le temps. Tu m'as dit quand tu seras prête et ça, c'est super. Oui. Et donc, du coup, tu es en train de nous lire ce que tu as préparé. Et ça, c'est super. Est-ce que tu pourrais me dire depuis quand tu as les hormones ? Parce que tu dis depuis que tu es hormonée. Alors, en fait, j'ai débuté ma transition d'un point de vue médical fin 2022. Ok, ça marche. Et qu'est-ce que tu fais dans la vie ? Comment tu occupes tes journées ? Alors, très bonne question. Parce Je que je t'écris fais ça, très bonne question. beaucoup de choses. Donc, c'est vrai que pour expliquer un petit peu ce que je fais dans la vie, avant, je dois dire effectivement que depuis presque 3 ans, ma vie, elle a complètement changé. Parce que ma dysphorie de genre était arrivée à un point de non-retour et il était vital pour moi que je débute ma transition et que je prenne de la hauteur sur la société dans laquelle je suis et vers quoi je veux aller. Alors, on peut parler de tsunami
de renaissance et de combat pour exister en tant que femme et en tant que personne libre. Et donc, pour répondre à ta question sur ce que je fais dans la vie, dans les grandes lignes, j'enchaîne les démarches administratives avec un divorce amiable, qui a été officialisé en début d'année. J'ai également un dossier au tribunal judiciaire depuis mars pour la demande de changement à l'état civil, de la mention du sexe et de mes prénoms. Ok. C'est très long comme démarche puisque depuis mars, j'ai enfin eu seulement la convocation au tribunal pour une audience fin septembre. Ok. Et ensuite, je dois attendre un délai en priant que ce sera OK, que je puisse alors enchaîner une vingtaine de changements comme la carte d'identité, passeport, permis, etc. Ouais. En parallèle, donc, je mène une transition médicale avec pas mal de rendez-vous, de suivi. Alors, c'est vrai que ça, on se rend peut-être pas compte, mais il y a le docteur, ça peut être psy, endocrinologue, urologue, dermatologue, orthophoniste, angiologue, scanner, voilà, donc une multitude de praticiens. Ça prend énormément de temps. Donc, c'est effectivement des rendez-vous à caler, des contraintes aussi qui peuvent être physiques. Tout simplement, lorsque vous avez une séance dermatologie, il faut quelques jours avant laisser pousser les poils. Puis après, on subit les jours qui suivent aussi. Vous avez, en ce qui me concerne, c'est surtout la partie du visage. Ok. Voilà. Et j'ai commencé il y a plus d'un an et demi. Donc, je suis déjà à 16 séances, que ce soit des séances de laser que j'ai pu faire toute l'année dernière et des séances pour les poils blancs plus électrolyse cette année. Oh là là. Que j'enchaîne tous les un bon mois, facile. Et ça, c'est ultra douloureux. Et c'est très, très, très douloureux. Ouais. Même si il existe une crème qu'on peut appliquer avant, effectivement, qui endolorit un peu la zone. Mais c'est autant à la lidocaïne qu'on peut mettre un peu avant. Exactement. Ouais. Et autant le laser cible par groupe de poils, j'ai envie de dire, et seulement les poils foncés. Ouais. Autant l'électrolyse, c'est poil après poil. Ouais. Et donc, c'est vraiment un petit coup d'aiguille qui rentre poil à poil, et qui vient griller chaque poil. Ouais. Donc, on est obligé de le faire en un certain nombre de séances. Ouais. Voilà. Donc, on dit qu'il faut souffrir pour être belle. Effectivement, je confirme. Il n'y a pas de souci. Donc, c'est vrai que côté médical, j'enchaîne beaucoup de praticiens et puis le traitement hormonal, base d'oestrogène aussi, que j'applique chaque jour. Voilà, moi, c'est sous forme de gel. Ouais. Effectivement, au niveau médical, c'est pas mal d'actes. Parce que effectivement, avant, je voyais jamais le médecin. C'était style une fois tous les 10 ans, on va dire. Donc, c'est à l'opposé de ce que j'ai pu vivre. Et je suis sans arrêt maladie car je ne me considère pas malade, même si je me sens plus fatigué qu'avant. Ouais. Ensuite, j'ai des enfants. Ouais. J'ai une fille de 16 ans et un garçon de 15 ans qui gardent le lien avec moi quand même, compte tenu des gros changements qui, pour eux, sont survenus, puisque effectivement ils vivent depuis 2-3 ans la séparation, et le fait que je suis une femme transgenre. Donc à tout cela, je suis toujours dans une maison avec jardin et qui est désormais trop grande pour moi. Donc pour se défouler, côté activité, il n'y a pas de souci. Au niveau entretien extérieur, j'ai de quoi faire. Alors après, à côté de tout ça, tu me diras, mais tu travailles pas ? Non, tu travailles déjà beaucoup. Eh en fait, je fais déjà effectivement toutes ces choses-là. Et la réponse est oui, depuis quelques mois, sans revenu, puisque en fait, je suis depuis quelques mois sur un projet de création d'entreprise. Ouais. Donc moi, professionnellement, en fait, j'ai toujours travaillé dans l'informatique, avec pas loin de 30 ans d'expérience à divers postes sur les applications métiers. Donc, il y a 2 ans, j'ai dû quitter mon poste de cadre où j'étais chargé d'application dans une grande entreprise locale que je ne citerai pas. Est-ce que c'était des personnels, pourquoi tu as quitté ton entreprise, ou est-ce que c'est lié ou non à ta transition ? Les deux. Ah, d'accord, ok. Parce qu'en fait, ma transition et par rapport au poste que j'occupais, c'était pas vraiment compatible. Et pour cette grande entreprise, c'était la première fois qu'ils avaient à faire face à ce genre de situation. Okay. Donc, moi, vis-à-vis de ça, déjà, c'était aussi gênant par rapport à l'ensemble de l'entreprise et toutes les parties prenantes et les projets dans lesquels j'étais. Moi, je débutais cela, donc on n'arrivait pas à voir comment on pouvait continuer à m'intégrer. Ça peut paraître horrible de dire ça, mais quelque part aussi, le poste ne me convenait plus. C'est-à-dire qu'entre ce que je faisais 2-3 ans
avant, je dirais, pour ce poste et vers quoi on m'a emmené ensuite. Voilà, ça s'écartait aussi des sujets. Donc, c'était l'opportunité à la fois de couper court à tout ça. Et j'en étais aussi à un stade où vraiment, moi, je voulais plus vivre. Donc, j'étais quand même, on peut dire, au bord du suicide. Donc, c'était le burn-out aussi au niveau pro. Et c'était aussi, quelque part, je le prends comme une opportunité d'aller vers autre chose. D'accord. À partir du moment où j'ai décidé de faire cette transition et de vivre et être moi-même, de m'autoriser à être moi-même. Donc, c'était vraiment pour vraiment continuer et voilà, le prendre comme une opportunité. Et par contre, c'est vrai que j'ai aucun regret, ça s'est très bien passé. Les managers ont gardé ça pour elles. Alors, je peux comprendre peut-être vis-à-vis des autres, mais disons qu'ils m'ont facilité mon départ et m'ont permis effectivement d'aller au chômage et de bénéficier d'allocations pour me permettre un peu de transiter et voilà, et puis essayer d'aller vers autre chose. Moi, ce que je trouve dingo, c'est quand même que tu es toujours la même personne, tu as toujours les mêmes compétences, tu as changé de genre. Tu n'as pas changé de personne, tu n'as pas changé de cerveau. Exactement. En fait, j'aurais même pu, après coup, j'aurais même pu me mettre, disons, en arrêt maladie pour dire, voilà, et je reste dans l'entreprise et tout. Mais bon, vis-à-vis de toute façon des activités que je faisais, j'avais aucun regret, moi, personnellement. Par contre, si j'avais voulu vraiment continuer à ce poste pour plein de raisons, parce que quelque part, je m'entendais bien aussi avec toutes les personnes, c'était plus les missions vers quoi on m'emmenait, le fait de faire, des astreintes qui étaient très compliquées, enfin, des choses qui collaient plus vraiment avec mes missions de départ. Donc, c'était l'opportunité. Mais après, humainement, effectivement, j'aurais pu... Aujourd'hui, si je devais reprendre et tout, j'assumerais complètement et je me battrais contre ces personnes qui pourraient y voir un côté malsain, on va dire, ou qui empêcherait. Parce qu'effectivement, je suis la même personne d'un point de vue compétence, sociale Bien sûr. Et en termes de communication. Tu as dit... c'est un mot pour lequel je me bats aujourd'hui, me mettre en arrêt. Peut-être que tu aurais accepté un arrêt maladie d'un médecin? Alors en fait, j'ai jamais été en arrêt maladie de ma vie, si ce n'est une journée pour une petite hernie l'ombilicale, donc c'est vraiment minime. Et même par rapport à du burn-out que j'ai pu vivre aussi il y a X années. Et j'ai préféré même démissionner sans rien, et où j'avais, je m'étais débrouillé. Et non, en fait, je préférais rebondir autrement, même si effectivement, j'aurais pu me mettre en arrêt maladie, des choses comme ça. Et en fait, pour moi, ce que je te reprends, c'est dans le fait que c'est pas toi qui décides ton arrêt maladie, c'est ta santé et c'est ton médecin qui estime que tu n'es pas capable d'aller travailler. Et c'est pour ça que il te met ou elle te met en arrêt maladie. C'est pas toi qui décides de te mettre en arrêt maladie. Oui. Et en fait, c'est pour ça que moi, je me bats pour... Alors, pour moi, la langue française est hyper importante. Et j'aurais pu, en fait. Parce qu'on m'aurait mis tout de suite, compte tenu de ma situation... Exactement. Mais après, c'est comme tu disais, tu n'avais pas consulté de médecin avant, pendant 10 ans. Et il y a aussi le fait que tu aurais pu accepter un arrêt maladie d'un médecin. C'est sûr. C'est sûr. Ah, mais il n'y avait aucun souci, puisque mon état psychologique était vraiment plus bas que terre. Mais c'est pas... c'est pas toi qui décides, tu vois. Parce que j'entends souvent, surtout dans la restauration, tu vois, elle s'est mise en arrêt maladie, ou dans d'autres domaines d'activité, elle s'est mise en arrêt maladie. Non, en fait, moi, là, actuellement, je suis en arrêt maladie, tu vois. Oui. Mais c'est pas moi qui décide. Oui, mais parce que mon entourage me disait, il faut que tu te mettes en arrêt maladie, comme ça, au moins, ça te permet de bénéficier, et puis peut-être tu pourrais continuer, etc. Ouais. Donc là, non, il fallait que je m'enlève ce poids de ce travail, de cette situation, et je voulais vraiment... continuer autrement. Ouais, je comprends ce que tu veux dire. Je comprends très bien le besoin de couper. Le besoin de couper. Ah ben c'est sûr. C'est sûr, clairement. Après, c'est juste une question de vocabulaire pour moi, qui est importante et que j'essaye de changer autour de moi. Oui, c'est pas moi qui dis je veux être en arrêt maladie. Exactement. Puisque justement, moi, j'ai jamais été pour ce genre de formule, entre guillemets. Exactement. Donc, voilà, non, mais on est d'accord. Je pense. Ouais, je pense qu'on est d'accord aussi. Et ce podcast est politique pour plein de raisons, mais aussi pour ça, tu vois, pour utiliser les mots importants. Comme je sais que toi aussi, tu as l'amour des mots et l'amour de dire les bons mots, comme par exemple, on ne choisit pas. Ah non, c'est sûr. Et j'étais à un stade où non. Ouais, tu vois, on ne choisit pas plein de choses, on ne choisit pas une tonne de choses qui nous arrivent. Et on participe à véhiculer des mots qui sont justes. En tout cas, pour ma transition...
Le fait de dire non, oui, c'était je veux être moi. Ouais. Et ça, je ne pouvais pas continuer de toute façon à vivre sans être moi. Bah oui. Et même si j'ai effectivement débuté ma transition il y a 2 ans, donc à 51 ans, parce que j'ai 53 ans, j'ai aucun souci avec ça. Il n'y a pas d'âge. Et la situation a fait que, et pour pouvoir continuer et me donner une chance de vivre pleinement et retrouver d'autres joies et autres, eh bien, il fallait que je passe par ce cap-là. Ouais. Même si c'est effectivement semé d'obstacles. J'avais pas le choix, justement. Ouais. Depuis, on va dire 6 mois, je suis vraiment dans une positive attitude professionnelle puisque j'ai envie de retrouver ce que j'ai vécu, moi, en début de carrière, à savoir où j'ai été à mon compte, où j'ai déjà été co-auteur sur des applications informatiques. Et donc, c'est ce goût d'entrepreneuriat et de liberté, surtout, c'est vraiment vers quoi je veux aller. Et c'est ce qui m'anime aujourd'hui, voilà, professionnellement. Ok. C'est tellement du taf d'être entrepreneur. C'est énorme. Oui. C'est exactement. Énorme. Donc, c'est toute une démarche. Alors là, je ne suis pas seul puisque je le fais avec une associée. Ok. Donc, nous sommes complémentaires et nous bénéficions aussi d'un accompagnement type incubateur trop bien. Qui nous permet, en fait, ça tombe au bon moment, puisque du coup, ça nous permet de revoir un peu tous les aspects études de marché, se dire, bon, est-ce qu'on répond bien à un besoin Est-ce que c'est pas juste un fantasme, un projet que pour nous Non. Donc, il y a toute une démarche, effectivement, un peu en mode lean startup. Études de marché, voilà, stratégie de communication, de commercialisation, les statuts, voilà, donc on est vraiment en plein dedans. Et puis ça suit son cours, voilà, et j'espère qu'on va pouvoir continuer et mettre en œuvre tout ça encore plus concrètement dans les prochains mois. Il y a longtemps, j'ai écouté un podcast qui s'appelle Nouvelle École, et en gros, c'est un gars qui interviewait des entrepreneurs et des entrepreneuses. Et il y a notamment le gars qui a monté Welcome to the Jungle. Je ne sais pas si tu connais. Ah oui. Et ce podcast, il était incroyable parce que moi, j'en ai un souvenir que le créateur est une ordure. Mais j'étais choquée par cet épisode. Mais en fait, c'est le monde de l'entrepreneuriat, du requin, des machins comme ça. Et c'est vrai que c'est pas obligatoirement comme ça partout. Mais moi, c'est ça que je retiens, en fait. Oui, c'est ça. Parce que moi, en fait, je fuis le toujours plus. Alors, on me dira, ça va à l'opposé de l'entrepreneuriat, où le but, c'est quand même de gagner. Effectivement. Mais dans une certaine mesure aussi. C'est-à-dire qu'au départ, même si on a de l'ambition de développer notre application et qu'on peut même l'appliquer à d'autres marchés, d'autres cibles, effectivement, pourquoi pas. Mais au départ, moi, c'est dans le médical. Donc déjà, il y a une notion qui me parle, puisque c'est aussi pour aider. Donc c'est pour répondre à la patientèle. Voilà, exactement. Donc si après, effectivement, on peut en vivre, pour moi, c'est top. Maintenant, vous dire dans 10 ans ce qu'il en sera, aujourd'hui, c'est pas le cas. Mais en tout cas, j'essaie aussi, par rapport à un souci de liberté, étant dans l'informatique, c'est plus facile, mais de monter une application, un business qui me permette de vivre n'importe où dans le monde. C'est-à-dire que je puisse continuer à travailler à distance, que ce soit en digital nomade, pour parler des mots tendances. Mais voilà, donc je ne veux pas être tributaire du lieu géographique où j'habite, si parce que demain, je dois déménager, quitter la France, vivre dans d'autres pays. Ce que je fais aussi, c'est que je m'intéresse effectivement à d'autres sociétés, d'autres façons de vivre, parce que justement, depuis 2 ans, je ne m'arrête pas à ce que la France, entre guillemets, nous impose. Donc, il y a d'autres façons de voir les choses. Et merci de rebondir là-dessus. Et je vais juste glisser une autre note d'entrepreneuriat. J'écoute un autre podcast que j'adore qui s'appelle Trop bonne, trop cool. Et je pense que ça te plairait aussi. En gros, si je dis pas de bêtises, Lost, elle présente une façon d'être entrepreneuse en tout cas, sans être une requin. Et ça, j'adore. Et on peut être gentil sans être éthique, voilà, en étant éthique et sans courir derrière la thune, courir derrière, et sans se faire marcher sur les pieds. Et c'est cool d'être gentil, en fait.
Forcément qu'il faut avoir un modèle viable, puisqu'on a des charges, on a des coûts, on a des taxes. Bien sûr. Donc il faut faire du chiffre d'affaires, etc. Après, il y a la manière, effectivement, de faire. Oui. En quoi on se distingue des autres, voilà, il faut trouver le pourquoi du comment qui nous anime. Carrément. On va rebondir sur la question suivante qui est: quelles sont tes passions et tu te ressources comment? Alors, comment je me ressource? Et bien sûr, comment je me ressource? Bien sûr, il y a l'association locale, n'est-ce pas? Donc ça fait partie de mes petits breaks quand je le peux, effectivement. Ça fait du bien, toujours de se retrouver avec des personnes pour échanger, qu'elles soient différentes, avec des points de vue différents. Et effectivement, ça me fait un petit break de temps en temps. Côté passion, alors, je parlerais plutôt de centre d'intérêt, de curiosité, d'expérience, et être dans l'action et l'expérimentation. Voilà. Donc, moi, j'ai la musique qui m'anime, puisque depuis enfant, je suis autodidacte, donc ça m'a toujours accompagné depuis toute ma vie. Je suis un peu ce qu'on appelle une touche à tout. Je fais aussi bien un petit peu d'harmonica, de clavier, flûte irlandaise, mais surtout du guitare-chant. Voilà, donc quand ça me prend, je peux être des mois sans en faire, et puis quand ça me prend, c'est parti, je m'y remets, et voilà, et on passe 1 heure, 2 heures à faire autre chose. Après, j'aime bien un petit peu le cinéma, c'est vrai que les films, j'en passe de temps en temps, tout ce qui est documentaire, voilà, je suis très curieuse. Après, effectivement, je suis pas trop livre. Étant en grande partie de journée sur ordinateur, j'ai besoin de bouger physiquement. Donc, c'est vrai qu'une fois que je sors de l'ordinateur, je préfère me retrouver, aller faire avec mes amis, la famille, faire de la cuisine, parce que j'aime bien manger quand même, faut pas croire. Donc, c'est vrai que depuis une bonne année, je m'intéresse un petit peu aux aliments, comment un petit peu manger autrement, les choses comme ça. Voilà, donc ça fait partie des bons breaks que j'ai tous les jours où je prends du temps. Alors qu'avant, effectivement, j'avais pas le temps, soi-disant, parce qu'on est pris dans le job, le boulot, il faut reprendre à telle heure, etc. etc. Ouais. Donc, non, j'appelle ça du luxe, moi, de pouvoir prendre du temps, se faire à manger et en profiter. Ouais. Et puis, quand mes enfants passent me voir, c'est encore plus un plaisir de leur faire à manger. Voilà, des choses comme ça. Après, j'aime bien les activités, alors, style palais, pétanque, billard, ou encore les jeux de société. Voilà, j'aime la musique. Je me suis remise à racheter plein de 33 tours. Donc ça, c'est aussi une petite passion. C'est quoi ta dernière trouvaille? Dernière trouvaille, alors on me les offre en général. Ouais. Mais le dernier 33 tours, je dirais que c'était parce que j'aime beaucoup le reggae, alors c'était un album de Bob Marley. Voilà. Ok. Après, effectivement, depuis plus de 6 mois, je m'intéresse à d'autres cultures. Donc, je m'intéresse plus particulièrement à la Thaïlande. Okay. Donc pour la langue, la culture, je suis en relation via les réseaux sociaux, je dirais avec des Français qui se sont expatriés de tout âge. Donc quelque part, c'est un peu un plan B pour moi et ça me motive aussi de me dire qu'on peut vivre autrement et voir les choses un peu autrement ailleurs. Voilà. Côté réseaux sociaux, en fait, moi, je ne suis pas trop Instagram, Facebook, vous voyez, même si, effectivement, ça fait 30 ans que je suis dans l'informatique, mais il y a 30 ans, ça n'existait pas. Mais il n'y a que toi de notre asso qui est sur TikTok. Et effectivement, j'allais dire, je suis sur TikTok, mais en fait, ça m'a permis TikTok tout simplement parce que c'est un format court, ça défile, et comme je suis intéressé par plein de sujets, au départ, c'était pour rencontrer et trouver d'autres personnes, plus précisément des femmes trans, et d'avoir leur ressenti, leur témoignage sur les traitements, ce qu'elles faisaient, les conseils, les choses comme ça. Connaître des praticiens, quels chirurgiens, à quel endroit se font opérer, pas opérer. Enfin, voilà, c'était un petit peu une manière, comme j'étais en pleine transition, de prendre de l'information, en fait. Et assez facilement.
Et comme j'adore plein d'autres sujets, que ce soit sur l'autonomie, l'alimentation, les lanceurs d'alerte, le van life, l'autonomie, donc tous ces sujets-là m'intéressent. Donc du coup, je trouve que TikTok, quand j'ai 5 minutes, je mets mon TikTok, je fais autre chose à côté. Et puis voilà, c'est tout bête, c'est tout simple en fait. Voilà, après, je suis pas active au sens où je fais des lives, où j'ai des communautés. Non, pas du tout. Ouais. C'était pas dans ce but-là, en fait. C'est plus, voilà, m'informer. De temps en temps, je participe à des lives pour poser des questions sur des centres d'intérêt. Ok. Mais voilà, c'est vraiment pour faire des petits breaks de temps en temps, quoi. Trop bien. Pourrais-tu nous raconter ton coming in quand tu as compris ton identité de genre et ou ton orientation sexuelle? Ouh là là. Alors, le coming in. Alors, c'est vrai qu'on est habitué plus à faire le coming out. En tout cas, c'est ce qu'on entend en général. On va commencer par le coming in, Mais là, après on verra. effectivement, c'est le coming in. Alors, pour ma transidentité, cela remonte à ce que j'ai 53 ans, d'accord? Donc, ma transidentité, ça remonte à mon adolescence, en fait. Donc, déjà à l'époque, oui, c'est vrai, je suis né en 1971. Alors, j'avais, je dirais, 12-13 ans, en fait, dans les années 80. Donc, je n'avais pas connaissance de ces mots transidentité et transgenre. Là, ce dont on parle aujourd'hui, pour moi, c'était vraiment une inconnue, quoi. Donc, à l'époque, c'est vrai qu'on parlait de transsexuel, on parlait de travesti, mais ça ne me parlait pas vraiment. Et qui plus est, je n'avais pas Internet, donc, et encore moins de smartphone. Donc, en fait, j'étais attiré, moi, dès l'adolescence, en fait, j'étais attiré par les vêtements féminins. C'est comme ça que je me suis rendu compte que j'étais pas forcément comme les garçons On attendait que tu sois, quoi. de mon âge et vers le rôle et le modèle qu'on attendait d'une personne comme moi. Donc effectivement, je me suis mise à porter des vêtements féminins. Ça fait un peu cliché, mais c'était comme ça à l'époque et je portais ça en cachette. Et c'est là que je me suis rendu compte que en fait, je me sentais bien. Il y avait un côté... il y avait un côté excitant, mais pas au sens sexuel, mais plutôt, je dirais, apaisant, où je me sentais en phase avec mon intérieur, en fait. Okay. Mais je me disais, à l'époque, parce que j'étais enfant quand même, j'avais quoi, 12-13 ans, donc je me disais, mais c'est pas normal. Et quelque part, je rejetais, c'était comme un déni, je rejetais un peu quelque part, je me disais que c'était un vice, que c'était un peu un aspect un peu pervers de la chose, parce que c'est vrai que la société, même la télé ou de ce qu'on entendait, c'était très mal perçu, quoi. On moquait ça, c'était très négatif, on va dire. Et effectivement, donc moi, je trouvais que ce n'était pas normal, que c'était comme un vice. Par contre, je me sentais bien, il y avait un côté sensuel, douceur, tendresse. C'est tout ce que j'ai toujours aimé, en fait, de moi, qui reflétait mon intérieur. Et c'est vrai que ça fait un peu cliché en le disant comme ça. Et puis, je n'aimais pas les discours, peut-être aussi, des garçons, quoi, de mon âge, le foot, les autres jeux du style. Moi, je me souviens, quand j'étais en primaire, je jouais avec les filles, en fait. Je sautais à la corde, à l'élastique, je faisais même du bâton de majorette. Voilà. Par contre, ça ne m'empêchait pas de jouer aux billes également. Ouais. Mais quelque part, voilà, j'étais plus... je me ressentais plus autrement. Donc, c'est vrai qu'à l'époque, on était dans le cliché, et peut-être toujours, de la cage aux folles, quoi. Sauf que, bon, pour moi, ça ne me correspondait pas à l'identité de genre, en fait, mais plutôt à l'expression de genre, dans le milieu drague, je dirais. Okay. Donc, c'est vrai que chaque soir, en fait, quand j'étais enfant, je fermais les yeux pour dormir. Et c'est vrai que moi, j'étais moi en femme. C'était mon moment de liberté, c'était au moment où je me couchais. Et en fait, je revivais ma journée en nana, où je me voyais vivre comme je devrais être en nana. C'était mon moment de liberté et ça a toujours été ce qui m'a permis de rester en vie quelque part. C'était mon secret, quoi. Ouais. Et voilà. tout ton temps comme ça. Et toujours, oui. Enfin, disons jusqu'à ce qu'après, je côtoie d'autres personnes, etc. Mais c'est vrai qu'à l'époque, on ne parlait pas de genre et de sexualité. En tout cas, avec mes parents, non. C'est des gens très simples, vraiment adorables. Mais ils sont très pudiques, très... Voilà, et du mal... on sait ce que c'est de vivre... on était 3 dans une chambre. Voilà, bon, c'est pas, je vous fais pas le cliché Cosette, mais en tout cas, voilà. Moi, en tout cas, je me voyais pas les embêter avec ça. Enfin, façon de parler. Et c'était pas... surtout que
derrière, il n'y avait pas l'information comme on l'a aujourd'hui. Oui. Donc, de dire que je me ressentais une fille ou pas, voilà, on m'aurait peut-être fait donner des traitements ou des choses comme j'ai pu voir en termes d'atrocité, comme des transitions ou des conversions pour dire non. Des thérapies de conversion. Ouais, des thérapies de conversion. Mais non, en fait, voilà, j'étais peut-être encore dans l'interrogation aussi, puisque c'est vrai, quand on a 12-13 ans, on ne sait pas si c'est passager, si c'est normal, pas normal, pourquoi. Enfin, on se cherche Et puis en plus, tu n'avais pas de représentation. Et puis on mélange le genre avec la sexualité. À l'époque, on ne faisait pas forcément la dissociation comme on le fait maintenant. Donc c'est vrai qu'après, ça, je dirais, cette partie-là. Après, c'est vrai qu'il y a eu Internet. Et donc c'était plus dans les années 90, fin 90. Et mes rencontres m'ont permis de comprendre que, en fait, c'était pas un fantasme. Et que ça aurait pu être parce que je pensais aussi qu'à une époque, ça aurait pu être du fétichisme des vêtements féminins, comme ça peut arriver. Donc non, en fait, c'était pas le cas, quoi. Après, sexuellement, je me suis jamais senti hétéro, même si j'étais dans un corps d'homme qui aimait des femmes. Mais mon sexe, je l'ai toujours perçu, disons, comme un clito, en fait. Donc voilà, après, c'est psycho. Tu t'es sentie rapidement lesbienne, quoi. Oui, exactement, en fait. Parce que j'ai quand même eu des occasions de tester des relations avec des couples hétéros, donc avec des hommes également. Mais je me suis rendu compte que non, en fait, c'était vraiment avec les femmes avec qui je me sentais le mieux. Donc, la seule chose que m'a permis ma génétique, en fait, si je dois parler comme ça, c'est d'avoir eu des enfants, en fait. Parce que, en fait, c'était un désir et je regrette pas du tout, quoi. Voilà. Du coup, est-ce que tu pourrais nous raconter quelques-uns de tes coming out positifs ou le plus positif? En fait, il y a eu 3 périodes dans ma vie, mais là, vraiment, ma première période, c'était vraiment, je dirais, la période entre mes 27 et 32 ans, où j'étais avec des amis, là où je vivais à l'époque. Et c'était un carnaval, en fait, je ne citerai pas. Je m'étais retrouvé avec en fait, des amis, vraiment des super amis. Et là, j'étais en femme, en fait, puisque justement, ça s'y prêtait. Sauf que pour moi, je le prenais pas comme si j'étais déguisé. Pour moi, j'étais pas déguisé, j'étais moi. Donc, et c'est là que j'ai pu expliquer justement à ces amis-là que j'avais à l'époque. Et c'est vrai que moi, je me sentais libéré d'un poids déjà, de vivre cette journée, cette soirée comme j'étais, moi. Et je me sentais vraiment heureuse. Voilà, je pouvais marcher en jupe, j'étais en talons. Donc vraiment, c'était top, quoi. Et puis après, ça m'a permis de pouvoir en discuter aussi un petit peu avec ces personnes-là. Et puis, m'ont accepté, m'ont pas jugé. Enfin voilà, ça restait des amis. Et puis voilà, après... Donc les fêtes privées, c'est vrai, quand on faisait des soirées chez les uns les autres, ça me permettait d'être en nana, voilà, comme ça. Bien. Même si je pouvais pas encore et je ne sortais pas encore réellement en nana en public. Quoi. Voilà. Attends, mais c'est trop bien. Je veux juste qu'on fasse une pause là-dessus. Je trouve ça super. Tu as utilisé un contexte où tout le monde serait déguisé pour toi enfin te sentir bien. Oui, exactement. Donc c'est vrai que mon premier coming out, c'était la période un peu où j'ai eu mon carnaval avec mes amis et tout ça, où je me suis senti. Mon deuxième, je disais, puisque effectivement, je le vois un peu comme 3 périodes, mon deuxième, en fait, c'était plus en 2002, où je me suis retrouvé à partir en région parisienne et c'était avec mon ex-femme actuellement et avec qui j'ai eu des merveilleux enfants. Et qui, je dirais, dès le départ, en fait, quand je l'ai connu, parce que c'est vrai que j'avais vécu quelques années avant où je voulais pas en fait me remettre en couple, mais dès le départ, en fait, je lui ai parlé en fait de mes secrets, quoi, si je puis dire, de la femme que je suis intérieurement et que j'ai toujours considéré être. Voilà, donc je lui ai parlé de tout ça et tout, et effectivement, en fait, c'était pas un souci pour elle. Donc, j'ai pu continuer à vivre avec elle. Donc déjà, c'était un soulagement, même si à titre, c'était toujours dans un contexte privé, quoi. Effectivement, que j'étais en nana. Mais par rapport au travail où j'étais, responsabilité, j'étais pas encore dans une phase où assez de connaissances sur la transidentité. Puis par rapport au travail, parce qu'il fallait gagner sa vie. Si on met le travail de côté, à la maison, tu pouvais t'habiller ou tu
Oui. Tu t'habilles en fille à la maison? Ah oui, oui, T'étais exactement. Christine déjà à la Ah bah oui, maison? oui. Et d'ailleurs, j'ai des photos de l'époque. On faisait à l'époque, j'avais Polaroid, Oui. la photo instantanée. Donc j'ai pu garder ces témoignages-là où Génial. j'avais déjà des cheveux longs, ou effectivement en jupe, etc., etc. Et Génial. là, ouais, c'était mon moment de liberté et Ouais. ça faisait du bien, quoi. Et mais du coup, quand tu dis que ta transition, elle date de fin 2022, pour moi, ça, c'est ta transition, on va dire, médicale et administrative. Et ta Exactement. transition sociale, elle date de là, à peu près. Oui, Même mais, du carnaval. oui, mais que en partie, parce que ma famille ne l'a Oui. jamais su. Encore aujourd'hui? Si. Ah, ok, oui, ok. alors pardon. Depuis fin 2022, Ouais. c'est la transition officielle D'accord. pour la planète entière. C'est-à-dire que ça soit médical, Ok. toutes les démarches, changement administratif, effectivement, Ok. pour tout le monde, toute la famille, que ça Ouais. plaise ou pas, à partir du moment que j'avais décidé, là, il y a 2 ans, j'assumais tout, quoi. Ok. Le rejet, de se retrouver seul, de toutes les conséquences que je vis. Ça, j'ai dit, de toute façon, j'avais pas le choix, justement, fallait que je fasse. Et Par ta contre, transition, elle date d'il y a toujours, mais en de toujours. réalité, effectivement, pour quelques personnes, que ce soit des amis très proches, Oui. ou mon ex-femme, en tout cas, dès le départ, elle savait que, voilà. Et elle a toujours su qu'un jour, je ferais cette transition. Oui. On va passer à la question suivante. Est-ce que tu pourrais nous parler d'une relation amoureuse ou amicale positive et comment cette personne te rend heureuse? Qu'est-ce qu'il ou elle fait qui te fait du bien? Qu'est-ce qu'il ou elle fait pour être une bonne amie ou un bon ami? Alors, c'est un couple d'amis, parce que quand je parle d'amis proches, j'ai quelques couples d'amis proches, avec leurs enfants d'ailleurs. Est-ce que c'est des couples hétéros du coup? Oui, tout à fait. Ok. Ce sont des couples hétéros, mais il n'y a aucun souci vis-à-vis de moi. Et C'est puis, des bons alliés? Ah oui, oui, très bien, des bons vivants, on festoie. Dès qu'on a une occasion de faire un petit repas, une petite fête ou une petite sortie, on le fait. Et ce sont des personnes qui ont appris plein de choses de moi et qui ne jugent pas. C'est-à-dire que ils m'ont rien fait, je leur ai rien fait. Et en fait, ils ne se posent pas de questions, en fait. S'il y a besoin de parler de certaines choses, ils peuvent me parler ouvertement. Moi, je peux leur parler ouvertement. Il n'y a pas de souci entre nous. Si on a besoin de se rendre des services, on s'appelle, on le fait. Et voilà, il y a pas. C'est en ce sens où, voilà, c'est vraiment des bons amis pour moi. Ok. As-tu une histoire en lien avec le monde du travail et avec ta queerness qui soit positive? Alors, quelque part, oui. Aussi incroyable que ça puisse être, en tant que patiente d'une thérapeute, que je ne citerai pas, nous avons échangé il y a quelques mois sur une idée de projet. Et c'est depuis ce moment-là qu'on est passé de l'idée au projet avec une opportunité de business. Ça, c'est super. Donc, quelque part, on peut rapprocher les deux dans ce sens. C'est ce dont tu nous parlais tout à l'heure d'entrepreneuriat. Exactement. Génial. Et comment vous êtes arrivé à vous dire, on passe de patiente à partenaire? En fait, tout de suite, on s'est rendu compte que c'était à la fois un besoin pour moi en tant que patiente, et que elle, c'était son rêve de pouvoir un jour peut-être mettre en place ça. Donc, tout de suite, ça a matché. Parce que j'ai dit, moi, ça m'intéresse parce que effectivement, je suis en transition pour plein de choses, sociales, pro, médicales, etc. Mais c'est vrai que professionnellement, j'avais envie de me remettre sur des idées, sur des projets qui ont un sens aussi pour moi et qui répondent à des besoins. Et quelque part, j'y voyais aussi surtout la complémentarité. C'est-à-dire qu'elle étant au cœur de métier et moi pouvant apporter, je dirais, la solution techniquement. D'un point de vue technique. Donc, on s'est mis à en parler au fur et à mesure et même les séances, je dirais, se transformaient des fois un petit peu en aspect un peu professionnel. Mais on s'est revus en dehors aussi, on a essayé d'en parler tranquillement. Donc, du coup, vous avez arrêté votre relation de patiente et thérapeute pour aller vers qu'une relation professionnelle. Et c'est tout à fait sain, carrément, c'est même plus sain. Oui, exactement, oui. Exactement. Ok. As-tu un message positif à faire passer?
Alors, très bonne question. Oui, parce que j'ai envie de dire que il faut oser. Oser, pour moi, ce n'est pas se tromper. Il y aura plein d'obstacles, mais la vie, elle est courte. Alors, de toute façon, on ne peut pas plaire à tout le monde. Et j'ai envie de dire, qui que tu sois, tu n'as pas le choix justement que de réaliser ta légende personnelle et être toi. J'aime bien la phrase qui dit, après 50 ans, c'est la vie qui commence. Avant, c'était de l'entraînement. Est-ce que tu as des ressources, des livres, des vidéos, des podcasts, des comptes Insta ou TikTok à nous recommander qui soient queer et positifs? Alors, oui, 3 choses. Ouais. Donc, une, ça serait sur les réseaux sociaux. Ouais. Pour les femmes trans, par exemple, je vous recommande par exemple Rose Délice, Ok. que je suis sur TikTok et qui est également sur les autres réseaux sociaux, qui a de nombreux posts sur le sujet. Mais elle a également été élue Miss T-France 2024. C'est la Miss Trans France. Ok. Et c'est une porte-parole de la communauté trans. Ok. Je la Donc connais vraiment, pas du tout. Ok, trop bien. c'est vraiment une personne extra. Ok. Rose Délice. Ok. Ensuite, un livre quand même. Et oui, c'est possible, malgré que je ne lis jamais. Le livre de Pierre-Alain de Garrigue, L'oiseau qui chantait l'infini et l'arbre qui parlait d'éternité. C'est un livre pour se reconnecter à soi. C'est un livre d'images et de mots. Et vous l'ouvrez à n'importe quelle page, il n'y a pas d'ordre. Et c'est vraiment des textes qui vous permettent de se retrouver et vraiment dans une attitude positive et vraiment pour se reconnecter à soi, voilà, comme le dit le livre. Pour finir, je dirais qu'être queer et se reconnecter à soi font partie de ma quête du bien-être, mais que cela doit s'accompagner d'une bonne santé et que cela passe par l'alimentation. Alors je vous invite à découvrir les vidéos témoignages d'Irène Grosjean. Voilà. Et si je peux ajouter un petit bonus, Le Cercle des Poètes Disparus restera un film culte pour moi et un hymne à la vie. Oui, ça marche. Je note Le Cercle des Poètes Disparus. Ça marche. Je crois que je l'ai vu trop jeune ce film et du coup, Ah ouais. je l'ai pas. Enfin, je l'ai, mais Ça pas le dénonce fond, le quoi. conformisme, ça montre comme quoi c'est pas parce que tes parents sont comme ça, qu'ils veulent que tu sois comme ça, que tu dois être comme ça. Mais j'invite vraiment les gens, c'est un hymne Ouais. à se révéler à soi-même et à oser et avoir la pulse ensuite pour foncer justement, parce que la Ouais. vie est précieuse et c'est important. Ok. Donc, Le Cercle des Poètes Disparus, même si c'est pas complètement positif, on va dire que c'est queer positif pour toi. Parce que toi, tu en as retiré du positif. Ah oui, oui. Est-ce que tu as envie de dire merci à un ou une inconnue? Alors, quelque part, oui. Le dernier en date, c'était en juin dernier. Ouais. Un homme, je dirais, de plus de 50 ans, disons, que je ne connaissais pas, dans une salle d'attente en clinique, qui me posait des questions sur le spécialiste. Alors, je lui ai parlé de ma transidentité, et à ma grande surprise, il était super ouvert, pas choqué, très positif, et franchement, ça m'a fait super plaisir. J'ai même remercié en lui disant que beaucoup de gens ne parlaient pas aussi positivement, avec bienveillance et respect comme lui. Il m'a même dit, au moins l'avantage, c'est de pouvoir choisir son prénom. Alors ça m'a fait sourire, et il m'a souhaité bon courage, et il est parti tout simplement. Un moment comme ça, tout simple, inattendu, et vraiment qui a fait ma journée. C'est exactement ça, le merci à un inconnu. Merci. Est-ce que tu as un ou une prochaine invitée à me recommander par hasard? Alors, j'ai pas du tout d'invité, mais je dirais Lisa. Qui a déjà fait son épisode. Et comme je peux pas me dire le prénom, du Ça coup, marche. je vais noter. Elle a déjà fait son épisode, Non, mais Lisa. ouais, j'ai pas de... Non, carrément. Ça marche. Et je me débrouillerai, t'inquiète pas. J'ai une question bonus qui vient de sortir de ma tête. Pourquoi tu as accepté de faire ce podcast? Alors, c'est vrai que je m'étais posé la question, est-ce que c'est le bon moment? Parce que c'est vrai qu'avec la transition, tout ce que je vis, que ce soit au niveau social, pro, administratif, c'est pas forcément facile, mais quelque part, je me suis dit que ça pouvait peut-être toucher des personnes qui pourraient se reconnaître et se dire c'est exactement ce que je vis ou j'ose pas le faire
parce que il y a énormément effectivement d'obstacles qui vont arriver, ou parce que l'entourage est pas propice, mais en tout cas, voilà, c'était dans le sens d'avoir une attitude positive et de dire que de toute façon, oui, pour reprendre le terme, il faut réaliser sa légende personnelle. Et à un moment donné, c'est une manière aussi de se prouver à soi-même qu'on existe. Oui. Et c'est une manière d'avancer, en fait. Mm. Et de témoigner. Voilà. C'est trop bien. Parce que je pense que oui, tu vas toucher plus qu'une personne, je pense. Et je suis super contente parce que déjà, tu es, je pense, la personne la plus âgée pour l'instant que j'ai dans mes invités. J'espère en avoir d'autres. Et c'est aussi intéressant d'avoir ton vécu à ton époque, de ta transition hors Internet. Tu vois ce que je veux dire? Ah bah oui, oui. Moi, j'ai eu Internet quand j'avais 10 ans, ou à peu près. Mais toi, tu as travaillé sur Internet. Et Moi, Internet, c'était après 16, 20, autour de 20. Hein. ouais. Je veux pas te réduire à ton âge, mais je trouve ça hyper non. pertinent d'avoir Moi, j'ai un 20 ans aujourd'hui. témoignage. Mais d'avoir un témoignage de quelqu'un de plus de 50 ans, je trouve ça génial en fait. Oui. Oui, et puis même là encore, j'ai pu revoir récemment un reportage sur France Télévisions où il y a des personnes qui attendent même d'être à la retraite pour le faire, Ouais. donc qui ont plus de 60 ans. Ouais. Et moi, personnellement, non, je voulais vraiment le faire maintenant. C'était maintenant ou jamais. Et pour plein de raisons. Après, est-ce qu'il y a un moment pour le faire? C'est propre à chaque personne. Bien sûr. Donc, chaque situation est vraiment différente. Ouais. Complètement. Exactement. Mais d'avoir de la représentation, ça donne c'est possible. Exactement. J'ai 2 questions. La première question, c'est je suis en train d'écouter un super podcast sur les conseils d'une amie commune qui s'appelle Meuf à Tub. Est-ce que tu connais? Non, pas du tout. C'est vraiment super. Du coup, je te conseille d'aller les écouter. D'accord. Et ma deuxième question, c'est la question que t'as posée l'inconnu dans la salle d'attente. Pourquoi tu as choisi Christine? Ah, très bonne question. Attends, il t'a pas posé cette question. Il a dit au moins on peut choisir son prénom. Et est-ce que tu voudrais bien répondre à pourquoi tu as choisi Christine? Ah oui, bien sûr. J'ai choisi Christine. Alors, j'ai choisi 4 prénoms, en fait. Ok. Donc, en fait, mes prénoms sont Christine, Audrey, Marine et Lina. Oh, donc, joli. elles ont tout un sens. J'aurais dû m'appeler Audrey. Okay. Mais en fait, j'ai choisi Christine parce que, en fait, Audrey, ça a toujours été mon prénom quand j'étais sur Internet, ou c'était mon seul refuge et qui je vivais. Et donc, quelque part, mon prénom légitime aurait été Audrey. Mais quelque part, vis-à-vis de mes parents, vis-à-vis de ma famille, mes amis, qui me connaissaient sous un autre prénom, un dead name, je ne sais pas si je peux le citer. C'est toi qui décides, en fait. Ah oui, j'ai aucun souci avec ça. Donc, c'était Christophe. Je suis né avec ce prénom-là. Et quelque part, c'est un petit peu pour faire le lien entre mon ancien et mon nouveau prénom. D'accord. Donc, j'ai voulu garder un peu une particule, un peu aussi vis-à-vis de mes parents qui avaient choisi ce prénom-là. D'accord. Et voilà, je l'ai fait aussi dans ce sens-là. Et puis, c'est aussi tout simplement parce que c'était un prénom que j'aime bien. Ouais. Et puis, qui me correspond bien. Donc, voilà. Et le diminutif reste le même, en fait, pour les gens qui te connaissent. Oui, exactement. Parce que ça permet aussi, voilà, dans la transition, je dirais, d'avoir aussi les mêmes initiales, d'avoir... oui, je comprends. Ben voilà, effectivement, le pseudo, ou pour les personnes qui m'appelaient un petit peu autrement, garder le côté Chris vis-à-vis de mon frère, ma sœur, ma famille, voilà. Je comprends. Mais je comprends après, aussi le Audrey que tu as voulu garder en deuxième prénom, parce que c'est aussi, ça t'appartient qu'à toi, c'est ton cercle privé, on Exactement. va dire. Ouais. C'est tout mon vécu d'avant. Ouais. La Marine, alors pas pour Marine Le Pen, je tiens à vous rassurer tout de suite. Merci. Non, sinon, je pense que tu ne serais pas là de toute façon. Si je vais voter, c'est justement pour faire barrage à chaque fois et pas autre chose. Non, mais on serait pas là. Non, Marine, parce que c'est par rapport à mon grand-père et puis aussi parce que j'aime tout ce qui se rapporte à la mer, qui pour moi vraiment un espace de liberté. Et c'est vraiment quelqu'un, mon grand-père, qui a énormément compté dans ma vie,
Donc, quelque part, voilà, la marine fait le lien un petit peu avec tout ça. Et Christine Lina, Audrey, c'est Marilyn. par rapport à aussi des rencontres que j'ai pu avoir dans ma vie et des soirées. Et voilà, ça a été un prénom aussi que j'ai souhaité garder. Ok. Je peux pas te dire assez merci pour tout ce que tu nous as donné. Merci tellement Christine. Bah, merci à toi, merci beaucoup. Vraiment super. Ça me fait très plaisir et ben, ça m'a fait du bien aussi de parler, même si c'est pas évident de parler en quelques minutes. Dans ma caravane. Voilà, la caravane. Oui, ça fait Je l'ai réécouté il y a pas Madame longtemps Irma. celle-là. Dans ma caravane. Et c'est vrai qu'on ne peut pas résumer comme ça plus de 50 ans de vie, mais C'est pas le but. effectivement. C'est d'en sortir le positif. Exactement. Bah, si ça peut apporter quelque chose, effectivement, aux personnes, il n'y a pas de souci. C'est un grand plaisir. Je te remercie beaucoup. Merci à toi. Merci d'avoir passé ce moment avec nous. Le podcast Etc. n'a pas de rythme régulier. Vous pourrez me retrouver quand les planètes seront alignées en termes de météo, santé physique et mentale, dispo des invités et bien d'autres facteurs encore. Vous pouvez me suivre sur Instagram sur le compte etc. Je vous y partage les nouveaux épisodes, les recommandations et quelques extraits. En bonus, des contenus queer et positifs trouvés ici ou là. C'est une boîte à idées virtuelle de contenus queer et positifs à picorer quand vous en avez besoin. Si Insta c'est pas votre truc, vous pouvez également m'envoyer toutes vos questions sur mon email en description podcast.etc@gmail.com. À bientôt j'espère.